Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle Unipop Histoire dans le cadre de l'opération Unipop de ville en ville. C'est une conférence autour, une fois n'est pas coutume, d'un personnage, d'un scientifique, d'un auteur, d'un écrivain et d'une personnalité engagée auquel on va avoir accès ce soir. Ça ne sera pas sur des faits historiques, une période ou un personnage historique, mais il nous est apparu intéressant finalement de nous intéresser à Jean Mallory. Presque un an après sa disparition, il est disparu, il est mort en février 2024 à l'âge canonique de 101 ans. Et c'est une personnalité que vous connaissez peut-être sûrement ou pas du tout. Ça va être l'occasion de retracer son parcours qui est véritablement atypique et singulier et unique. Un ethnographe qui s'est pris de passion pour une région et des peuples, une région arctique et les peuples qui l'habitaient. Un auteur aussi qui a fondé les éditions, enfin la collection Terre humaine avec un livre fondateur et qui a ensuite accueilli un certain nombre d'ouvrages aussi qui ont été des succès importants de librairie. On pense notamment à Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss. Et puis un ardent défenseur finalement de ces peuples du Grand Nord, remis en cause ces dernières années, notamment par bien sûr le réchauffement climatique, mais pas seulement, par la perte d'une langue, par la perte de repères cultuels, par une sédentarisation forcée. Enfin voilà, tout un ensemble de choses passionnantes qui nous relient à ce personnage de Jean Mallory. Et pour cette conférence, on a le plaisir ce soir d'accueillir monsieur Yann Born, que je remercie d'être venu jusqu'à Pessac. Si vous voulez me rejoindre. Alors juste... rapprochez-vous peut-être devant les caméras. Juste quelques mots pour vous présenter, mais peut-être que vous pourrez aussi vous présenter vous-même et préciser certaines choses. Donc vous êtes directeur du centre de recherche arctique Jean Mallory, qui porte donc ce nom, qui a été cofondé par vous et par Jean Mallory. Vous êtes aussi professeur de littérature britannique à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur Jean Mallory, et notamment 2 qu'on pourra découvrir à la fin de cette conférence. Et puis, vous avez effectué aussi beaucoup de missions, de recherche dans cette région arctique. Voilà. Donc, un grand merci d'être présent avec nous. Bonsoir, messieurs, dames. C'est un réel plaisir d'être là, de pouvoir vous parler de mon sujet préféré, qui est Jean Mallory. Alors, j'ai eu la chance de le fréquenter pendant une vingtaine d'années. Je l'ai rencontré pour la première fois au début des années 2000. Je vais revenir sur cette rencontre tout à l'heure. Mais je voulais commencer, puisque nous sommes liés avec le Festival de films d'histoire, que Jean Mallory était un passionné d'histoire. Son père était professeur d'histoire. Il m'a très souvent parlé d'histoire. Et pour vous montrer un peu l'importance que ça jouait dans sa vie, une fois, je revenais des éditions du CNRS à Paris, dans le 5e. Il m'a dit « Ah, alors, c'était comment ?» J'ai dit oh, « C'était très bien, j'ai rencontré la directrice, on a parlé de notre projet. » « Oui, mais enfin, vous avez vu le bâtiment ?» J'ai dit, oui, vous avez vu la porte d'entrée ?» J'ai dit oui. Bah alors, elle est comment? Je dis, mais elle est très belle. Elle est très belle. Elle est du XVIIe siècle. Mais enfin, quand on voit ça déjà, et puis le CNRS, vous vous rendez compte, mais enfin, c'est quelque chose. Vous voyez, il m'avait pris par surprise. Évidemment, j'étais impressionné par le cadre, mais pas autant que ça. Et il avait l'habitude de mettre le doigt sur des choses qu'on ne soupçonnait pas. Et surtout de mettre beaucoup de vie, beaucoup d'émotion dans les choses. Et ça, c'est très important. Et je vais essayer d'être à la hauteur de l'annonce qu'on a vue tout à l'heure, parce que quand on parle de Jean Mallory, c'est l'émotion. C'est évidemment la science, mais c'est aussi l'émotion. C'est très important. C'est un écrivain qui parlait de façon absolument magnifique. Alors, vous voyez, non pas pour l'instant, mais peut-être on peut lancer. Ça y est, c'est bon là. Voilà le titre de mon intervention. Donc, j'ai l'honneur de diriger l'Institut Mallory, dont je vous parlerai vers la fin, qui a été créé en 2021 à mon université et qui bénéficie d'un soutien de l'Institut océanographique de Monaco, qui est très impliqué, comme le prince Albert Ier, en Arctique, ce qui surprend souvent les gens.
Mais j'en reparlerai. Vous voyez une image ici du Groenland, il y a une dizaine d'années, dans la région d'Umanak. Nous sommes dans le nord-ouest, enfin dans le nord du pays. Et ce qui est important peut-être de remarquer ici, c'est l'idée comme quoi l'Arctique n'est pas du tout un espace vide. Dans nos contrées, on a l'habitude de penser de l'Arctique en tant qu'espace vide, et déjà ça ennuie beaucoup les gens sur place. Vous avez des villes comme Tromsø de 60 000 habitants, vous avez beaucoup de traces de mobilité inuit et autres dans différentes régions. Et il est tout à fait faux d'imaginer l'Arctique comme entièrement vide. Évidemment, ce n'est pas la vie parisienne ou bordelaise, mais il y a beaucoup de monde. Et sur cette photo, si vous regardez de très près, vous verrez des croix. Et on voit en fait un cimetière abandonné, et c'est un peu un symbole. Et puis vous voyez le logo de notre institut, qui est inspiré d'un masque réalisé par une artiste qui s'appelle Rebecca Lyon, qui est d'origine alaskienne. Elle est Aleut, et qui s'est inspiré de l'œuvre de Malory pour créer ce masque en hommage à Jean Malory. Il est tricolore, comme vous pouvez le constater, et il s'appelle Un homme juste. Voilà, donc on a le titre de notre conférence, 70 ans en faveur des peuples premiers du Grand Nord. Ça s'inspire un peu du fait que Malory a été pendant de longues années ambassadeur de bonne volonté à l'UNESCO pour les régions polaires. Et évidemment, la défense des peuples premiers, c'était toujours son souci central jusqu'à nos dernières rencontres. Il n'avait de cesse de me parler de cet objectif et de cette cause noble et très importante. Alors on m'a dit, peut-être ça serait bien de vous parler un peu de l'Arctique. Je vais le faire vers la fin, hein. On va arriver à l'époque contemporaine. Et je pourrais un peu témoigner de ce qui se passe en Arctique, dont on parle beaucoup, et surtout du Groenland pour les raisons que vous connaissez sans doute. Voilà, donc Jean Malory, qui est né un 22 décembre 1922 à Mayence, en Allemagne. En fait, il s'appelle Jean-Noël, et sa femme l'appelait toujours Jean-Noël, en allusion à ce fait. Donc il est né en Allemagne de parents d'origine cauchoise, normande et écossaise. Et il est né en Allemagne parce que son père était professeur d'histoire au lycée français de Mayence, en Rhénanie, alors que la Rhénanie était occupée par la France suite à la Première Guerre mondiale. Et donc il était professeur d'histoire et également travaillait également dans le renseignement pour l'armée française. Et Malory a donc vécu ses 8 premières années en Allemagne, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles nous avons sympathisé très tôt, car étant d'origine allemande, quand j'ai eu la chance de le rencontrer pour la première fois à Paris, à l'hôtel Regina, grâce à une invitation de mon collègue et ami Bernard Cotteret, le grand historien de l'histoire du protestantisme, collègue à l'université de Versailles. Donc c'est au début des années 2000, j'arrive à l'hôtel Regina, c'est particulier pour moi, c'est le premier endroit où j'ai dormi une nuit à Paris quand j'étais enfant. Et on avait rendez-vous dans cet hôtel, et il y a un grand monsieur qui rentre par la porte, et je dis « Ah, monsieur Malory, c'est moi. Ah, c'est vous. Ah bah formidable. Alors, vous êtes qui ?» Vous voyez un peu le monument qui est devant moi, et je dois expliquer qui je suis. Alors, on ne voit plus le slide. Merci. Et donc je dis, bah écoutez, je suis professeur de littérature anglaise et en fait spécialiste de la littérature de voyage. Littérature de voyage, oh mais c'est formidable, alors extraordinaire. Est-ce que vous avez vu le récit d'un tel Franklin et les autres sur l'Arctique? Je dis oui, bon, certains, mais en fait, que puis-je vous dire? En fait, je suis en train de lire votre ouvrage, Humok. Oh, un lecteur en plus, alors là c'est encore mieux. Formidable. Vous avez lu ça, ah, bah alors je vais vous expliquer, etc. Et donc on a sympathisé comme ça, et j'ai expliqué effectivement que je suis d'origine allemande, et il a dit « Ah, mais je suis né en Allemagne, mais c'était extraordinaire. » Voilà, les choses se font comme ça parfois, on a sympathisé aussitôt, et donc on s'est fréquenté beaucoup pendant les dernières 20 années de sa vie. J'habitais assez proche de lui à Paris, et c'était un prétexte, je pense, pour lui de m'appeler souvent le soir en disant « J'ai quelque chose de très important à vous dire. »
Très bien. Ah, vous pouvez venir peut-être. Entendu. Et donc, j'allais très, très souvent chez lui dans le 1er arrondissement, rue de la Sourdière. Et bon, en fait, il cherchait un peu de compagnie. Puis, il voulait me parler de choses importantes, à savoir souvent de textes qu'il était en train de rédiger. Et il faut le dire, c'est un vrai plaisir de l'entendre parler. Il parlait comme ses livres. C'est quelqu'un d'extrêmement éloquent, avec une très belle langue. Et je me passionnais à écouter, à l'entendre pendant des heures et des heures. Je l'ai dit tout à l'heure à Bruno, mon dernier entretien avec lui à Dieppe, il y a 1 an et demi à peu près, peut-être un peu plus maintenant, il m'a parlé pendant 5 heures. Sans arrêt. C'est pour vous dire l'énergie qui est dégagée, c'était absolument extraordinaire. Voilà, vous voyez ici un document précieux, c'est son acte de naissance. Donc c'est un acte de naissance allemand, hein, puisqu'il est né à Mayence. Il y a une petite confusion parfois sur les dates de naissance, mais c'est bien le 22 décembre 1922. Et au milieu, vous voyez ses parents. Donc le père d'origine normande, cauchoise, il y a des armateurs de Fécamp dans la famille. Et de l'autre côté, sa mère, qui avait des racines écossaises, aristocrate, et qui parlait couramment l'anglais. D'ailleurs, Mallory m'a dit qu'elle lui a lu souvent des poèmes des grands poètes romantiques anglais, en langue anglaise, et donc ça l'a marqué autant que la langue allemande, puisque pendant les 8 premières années, je l'ai dit, il a vécu en Allemagne, et il avait une personne allemande qui s'occupait de lui, qui lui racontait des contes de Grimm, etc., et je ne sais pas, on plaisantait parfois, mais il disait, vous savez, parfois mes phrases sont un peu longues. C'est peut-être cette influence, je ne sais, et la tendance peut-être à mettre les adjectifs toujours devant les noms plutôt que derrière. Et c'est peut-être une petite influence, j'en sais rien. En tout cas, il parlait beaucoup de cette période et d'un séjour dans une institution dans la forêt noire parce qu'il avait un accident et donc il a apprécié la nature. Et puis à un moment que nous avons pu vérifier où le Rhin était entièrement gelé en 1929. Je ne sais pas si vous voyez le Rhin à Mayence, il est énorme, hein. Ça fait vraiment une sacrée distance. Il était entièrement gelé et son père l'a amené se promener sur le Rhin gelé, c'est-à-dire avec des hummocks, vous voyez un peu des blocs de glace qui sortent. Et il dit que c'est peut-être là que j'ai entendu l'appel du Nord qui sait. En tout cas, ça m'a très fortement marqué. Et quand il a été invité par la ville de Mayence, vous voyez l'ancienne maire sur la photo avec lui, c'est vers 2004. L'archiviste de la ville est allé chercher dans les archives, il nous a trouvé une photo d'Iran entièrement gelée. C'est donc authentique et c'était bien en 1929. Voilà, donc Mallory qui a été honoré par la ville de Mayence à ce moment-là, en compagnie de l'ambassadeur de France à Berlin, il était venu exprès à Mayence, c'est pour vous montrer un peu l'importance. Et il y a donc une plaque sur la maison dans laquelle il a grandi, Margaretenstrasse. Et ce qu'il faut retenir aussi de cet endroit, c'est qu'il y avait un locataire au premier étage du nom de Charles Morazet, grand historien français également, et qui a été donc plus tard directeur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales, dont il sera question tout à l'heure, et pour lequel Mallory avait beaucoup d'estime. Voilà, donc pour les racines de Mallory, de Jean Mallory, alors la famille est une famille janséniste du côté du père. Et il y a eu 4 enfants, il a eu 2 frères, dont un frère juriste très connu, Philippe Mallory, grande autorité. Les collègues juristes m'ont dit encore quand le professeur Mallory, Philippe Mallory, rentrait dans la salle pour donner son cours magistral, la salle tremblait de respect devant cette autorité. Et les relations d'ailleurs entre les 2 frères étaient un peu compliquées, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et puis il y a un autre frère qui a choisi une voie tout autre, il est devenu berger. Et une sœur à laquelle il était très attaché. Donc il y avait 4 enfants, et c'est une famille janséniste, c'est-à-dire catholique, d'obédience, on va dire, assez stricte. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le jansénisme, mais en tout cas, Mallory me disait que ça veut dire les prières le soir devant le lit et à genoux, et pas dans le lit sous la couverture, ça ne comptait pas. Et ainsi de suite. Donc ça l'a quand même très fortement marqué. Il m'a dit tout plus tard, il n'aimait pas vraiment ce milieu. Mais en tout cas, ce sont ses racines. Et je parle de religion parce qu'il en sera question tout à l'heure. Ça l'a toujours travaillé beaucoup et occupé et intéressé, c'est-à-dire l'importance des faits religieux
dans la recherche en sciences humaines et sociales. Voilà pour ses origines. Donc, vous arrivez facilement à lire ce qui est marqué sur les slides, donc je ne vais pas répéter, mais plutôt vous raconter un peu le contexte. Donc, la famille revient en France en 1930, à la fin de l'occupation. Enfin, c'est pas vraiment une occupation. La France joue un rôle de garant après la Première Guerre mondiale. La famille s'installe à Garches, à côté de Versailles. Et j'ai pu vérifier, il a fait une partie de sa scolarité à Versailles, il ne m'a jamais parlé de ça, alors que quand je lui ai dit qu'on peut lancer des affaires arctiques à l'université de Versailles, il a dit « Oh, Versailles, bah, ça c'est fantastique ». Oui, avec son sens, son esprit d'histoire, évidemment, il était très content qu'on fasse quelque chose dans cette ville royale. Donc il grandit à Garches, à côté de Versailles, et puis plus tard, il est envoyé à Paris pour préparer le concours de l'école normale à Henri IV. Et il est passionné par la philosophie, en même temps il est très critique, il dit « je ne comprends pas pourquoi on nous parle tout le temps et sans cesse, certes de manière très savante, de Kant, des grands philosophes allemands, des Grecs, etc., mais jamais un seul mot, c'est le reste du monde. La pensée bouddhiste, la pensée africaine, les peuples autochtones, rien de rien. » C'est pas très étonnant, à l'époque, les cours de philosophie ne prenaient pas en compte ces pensées, mais il avait déjà une curiosité par rapport à la diversité des cultures, et il restait un peu sur sa faim, m'a-t-il dit, dans ses discours très savants, mais un peu convenus. Et jusqu'au moment où sa génération est appelée à intégrer le STO, le service du travail obligatoire de l'occupant nazi. Et Mallory qui dit « Jamais, je refuse d'intégrer ce service honteux, jamais de la vie je vais faire ça, je vais me cacher ». Et donc il devient clandestin. Il ne s'est jamais défini vraiment comme un résistant, comme un membre de la résistance française, mais il s'est dit réfractaire, et vous voyez sur la photo, il a pu avoir plus tard une carte de réfractaire. Et ça l'a marqué à vie, évidemment, cette expérience. Ces derniers temps, ils m'ont parlé très souvent de différents épisodes, des moments de chance extraordinaires. Il m'a dit, évidemment, un jeune homme qui prend un train en France à cette époque seul, c'est suspect. Alors, il se fait interpeller par des SS, il se retrouve devant un officier allemand. Il dit, je ne savais pas quoi faire, j'étais foutu, alors qu'est-ce que je peux faire ? Alors j'ai commencé à lui parler de mon amour de la poésie allemande. Et je lui ai parlé pendant je ne sais pas combien de temps de Heine, de Goethe, de tout ça, jusqu'au moment où l'officier a levé la tête de ses papiers, il a dit « Allez, file !» Et d'autres moments comme ça, il dit à Grenoble, on lui a dit de se présenter sur une place publique où il y a un médecin qui doit examiner des jeunes, et il dit « J'étais un jeune beau gars, enfin, il n'y a vraiment aucun problème de santé ». Et le docteur dit « Non, il est souffrant ». Un SS qui regarde ça dit « Quoi, celui-là ?»« Oh oui, il est souffrant, il ne peut pas faire de service ». Et puis une main qui le prend, il dit « Tiens, tu vas là-bas », etc. Enfin, c'était passionnant. Mais une période très très difficile pour lui, parce que, je l'ai dit, il avait des frères. Et donc il était recherché par la police de Vichy, et qui se présentait toutes les semaines au domicile familial et disait « Où est le garçon ? Où est votre garçon ?» Et ses frères avaient très peur d'être pris à sa place. Et sa mère lui a dit à un moment donné « Il ne faut pas que tu reviennes ici ». Et donc c'était la porte, à vrai dire, à tout jamais, parce qu'il a perdu son papa assez tôt, il est mort d'un cancer. Et sa mère, qui était souffrante aussi pendant la guerre, qui s'est fait beaucoup de soucis pour son fils, évidemment. Et Jean a voulu la voir une dernière fois parce qu'il avait appris qu'elle était mourante. Et je ne sais pas si cette rencontre s'est vraiment faite, mais il a raconté souvent, et il a en tout cas voulu voir sa mère, mais la maison de Garches lui était fermée. Bon, c'est quand même un événement très marqueur dans la vie. Et il m'en a parlé très très souvent. Donc les relations étaient très tendues avec la famille par la suite, comme vous pouvez l'imaginer. Et ça n'a jamais été vraiment apaisé, si j'ai bien compris. Mais enfin, en tout cas, ça lui a donné une force dans la vie. Il y a un de ses ouvrages, je n'ai pas mis la couverture ici, un des derniers ouvrages, qui est un recueil d'articles qui s'appelle « Oser résister ». Et ça... devise préférée, c'était toujours de dire même si tous les autres y vont,
pas moi. Vous connaissez peut-être cette célèbre devise. Alors, il était vraiment un personnage singulier, vous l'avez dit en introduction, et fort de ses convictions. Et ça force le respect parce que quand vous connaissez un peu le milieu universitaire, ce n'est pas facile du tout de s'affirmer contre le gré et les théories, les doxas des autres. Donc très tôt, il a appris à prendre sa propre voie, à tracer son propre chemin, et il a été aidé évidemment. Il a connu des personnalités importantes de la résistance, et il a rencontré notamment, je ne sais pas exactement à quel moment, il ne me l'a jamais dit, le grand historien Lucien Febvre, que vous connaissez sans doute, historien de la Réforme notamment, très intéressé par l'Europe, et qui l'a hébergé pendant plusieurs nuits. Il m'a raconté ça. Il habitait rue Val-de-Grâce et à Paris. Il a dit, je te donne 3 nuits. Et après, il faut que tu ailles ailleurs. Donc, il changeait de domicile tout le temps. Hein. Et bon, il y a d'autres récits. Je ne vais pas être trop long, mais enfin, c'est passionnant quand vous entendez ça. Rendez-vous dans tel et tel appartement par un hasard de la vie. S'il arrive avec 10 minutes de retard, 5 minutes, 10 minutes de retard, il voit des scellés sur la porte et la Gestapo qui est passée il y a 5 minutes avant. Vous imaginez, il aurait été là, ça aurait été la fin. Donc il a des histoires comme ça à raconter. Et donc ça le marque très fortement. J'ai vu dans ses carnets, il y a un texte qu'il écrit, il est à Paris après la guerre. Il se promène dans la rue, on est à Saint-Germain, il dit que c'est extraordinaire, c'est la vie parisienne, c'est beau, les gens sont contents, mais il se sent complètement décalé. Il dit que c'est pas ça que je veux faire dans la vie, je cherche autre chose. Et en tout cas, il commence ses études après la guerre, donc des études de géographie. Ça, c'est peut-être pas toujours connu, mais c'est un géographe, en fait, un géomorphologue de formation, c'est-à-dire quelqu'un qui est formé en sciences dures. Et ça a très fortement impacté aussi son regard. Je me souviens encore d'entretiens au sujet de l'ethnologie, juste avant ces dernières années. Je trouvais toujours qu'il y avait un côté imprécis à l'ethnologie, que ça s'appuyait sur beaucoup d'impressions et qu'il fallait être très très prudent avec le matériau ethnographique parce qu'on était exposé à des problèmes de langue, de traduction, de malcompréhension, de point de vue, etc. Et que c'était donc sujet à caution à différents titres. Ça ne l'empêchait pas d'admirer beaucoup l'ethnologie depuis beaucoup d'ouvrages, évidemment, mais enfin, il disait qu'il convient d'être très, très prudent. Voilà, donc il commence ses études de géographie, et je vais revenir peut-être tout à l'heure sur le slide, mais juste rapidement, vous avez là donc 2 personnalités exceptionnelles qu'il appelait toujours avec beaucoup de respect mes maîtres. Donc il y a Lucien Febvre côté gauche. En fait, c'est une photo de l'époque où il était professeur à Strasbourg, mais il a fini par être professeur au Collège de France. Si vous ne savez pas, c'est évidemment le sommet en France. Et donc, Lucien Febvre a bien voulu s'intéresser à son œuvre, et c'est d'ailleurs là le lien avec mon ami et collègue Bernard Cotteret, qui avait beaucoup d'admiration aussi pour Lucien Febvre. Et parce que Febvre est notamment l'auteur d'une très grande biographie de Luther. Et donc, c'est par ce biais que j'ai pu rencontrer Jean Mallory, puisque Cotteret et Mallory étaient auteurs chez Plomb-Perrin. Ils se sont rencontrés là-bas. Et mon ami Cotteret a eu la gentillesse de dire à Jean Mallory, je pense j'ai un jeune collègue que vous devriez rencontrer. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Et l'autre maître, c'est Emmanuel de Martonne. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom, grand géographe français, auteur d'un traité de géophysique très très connu, et dont je vous montre une photo ici que j'ai vue il y a 3 jours en Estonie. Je reviens d'une mission en Estonie, dans la très belle ville de Tartu. J'ai des géographes et ils m'ont montré cette photo. Ils ont dit mais c'est absolument extraordinaire, on a cette photo de Martonne ici, parce qu'on avait un collègue, un éminent professeur ici qui s'appelle Tamekan, et auquel de Martonne a donc bien voulu adresser cette photographie avec cordial souvenir écrit en dessous, et il y a une piste franco-estonienne là qu'on va explorer, peut-être en lien avec le tracé des frontières après la Première Guerre mondiale et tous ces pays de l'Est et des pays baltes qui ont trouvé leur indépendance, et il y avait beaucoup de discussions sur le trait des frontières, et peut-être de Martonne avait une bonne main, si vous voulez, pour tracer un tracé favorable. Je n'en sais rien, en tout cas, on va travailler là-dessus. Et donc, j'ai trouvé cette photo, en tout cas, de Martonne, dont Mallory me parlait très, très souvent. Et dont
et dont il a eu l'occasion d'utiliser le nom pour nommer un fjord au Groenland. On va revenir sur cette expédition extraordinaire. Mais il a voulu rendre hommage à son maître en nommant un fjord au Groenland, donc le De Marton Fjord. Voilà, donc il y a ces deux maîtres qui ont joué un rôle très important dans sa vie. Et c'est en fait Emmanuel de Marton qui lui parle un jour d'une opportunité absolument extraordinaire. Il dit « Mallory », c'est comme ça que Jean Mallory m'a raconté l'histoire, « Bon, vous voulez devenir géographe, c'est très bien. Enfin, vous voyez ce que ça veut dire en France. Hein. À l'époque, il y avait très peu de postes à l'université, donc vous commencez à l'école. Vous enseignez pendant un certain nombre d'années. Enfin, d'abord, il a dit, c'est les concours, hein, agrégation, vous allez enseigner en lycée. Et si vous avez de la chance, un jour, il y a un poste qui se dégage à l'université pour vous. Enfin, Mallory, c'est pas vraiment vous, non ? Il se trouve que j'ai une autre opportunité pour vous. On m'a demandé de recommander un géographe pour les expéditions polaires françaises, conduites par Paul-Émile Victor. Est-ce que ça vous dirait d'aller au Groenland ? Au Groenland ? Oh, cher maître, alors quelle opportunité ! Je la saisis tout de suite. Alors, il faut dire qu'à l'époque, Mallory avait commencé à se faire un petit nom dans le milieu des géographes en France en travaillant sur les cordillères orientales. J'ai retrouvé son carnet récemment, il a fait des très jolis dessins, il a écrit un texte, il a dit que ça a été publié dans le journal de la Société de géologie française. Il dit que c'était pour lui absolument le sommet de ce qu'on pouvait atteindre en tant que scientifique en France, d'avoir un article dans ce journal savant. Et là, soudain, vous avez la possibilité de partir en expédition au Groenland. C'était une opportunité absolument fantastique. Alors le Groenland, à l'époque, évidemment, fait partie du royaume du Danemark, comme il le fait toujours. On va y revenir. Mais à l'époque, il était quasiment impossible d'aller au Groenland. C'était interdit en fait d'aller au Groenland sans autorisation. Il a été très difficile à obtenir. Et donc là, il y avait un cadre officiel, les expéditions polaires françaises, donc il était prévu d'aller au Groenland. Et donc Mallory a accepté ce rôle sous l'autorité d'un géologue français très connu, Antoine de Cayeux, et d'autres géographes et d'autres scientifiques avec lesquels il travaillait. Donc vous connaissez le nom de Paul-Émile Victor, je suppose, lui-même ethnologue de formation, qui avait réussi à atteindre la côte est du Groenland parce qu'il était allé voir Charcot en tant que jeune homme pour lui demander « Est-ce que vous voulez bien m'amener, s'il vous plaît, au Groenland ?» Et Charcot a dit bah, « Pourquoi pas ?» Comme le nom de son bateau, il a l'air bien, ce jeune garçon, je vais l'amener au Groenland. Donc Paul-Émile Victor s'est fait créer un profil groenlandais et a eu l'idée de développer donc, ces expéditions polaires françaises. Grande entreprise scientifique et interdisciplinaire, enfin pluridisciplinaire on va dire. Et donc Mallory est embauché pour faire des études de cartographie pendant cette expédition. Donc il fait 2 campagnes avec cette expédition avant de se séparer. Il m'a dit, bon, je n'étais pas tout à fait d'accord avec la conduite de l'expédition. Il y a eu des erreurs. Vous voyez un huisel, vous voyez l'engin chenillé, là, retourné dans la glace, parce qu'on a accosté au mauvais endroit. Il y avait des erreurs de management, on dirait aujourd'hui. Et donc, je n'étais pas très content. Au bout de 2 ans, il a dit, j'ai fait mon temps dans cette expédition, je vais y retourner au Groenland seul. Et en même temps, il travaille dans le Hogar, en Algérie, et c'est ça le sujet de ses recherches. Il s'intéresse aux éboulis, à la dynamique des éboulis sous influence de climat froid et chaud. Et il veut faire une comparaison. Est-ce que les éboulis se comportent différemment en milieu froid et en milieu chaud? Donc il a l'occasion d'aller au Hogar, dans le sud de l'Algérie, et en même temps, il continue à travailler dans l'île de Disko, l'île de Disko qui face l'UISAT, le fameux site des icebergs, hein, site UNESCO maintenant au Groenland. Et quand il n'est pas au Groenland, il a donc un jeune Groenlandais qui s'appelle Peter Geisler, qui fait des relevés pour lui et qui envoie les résultats par le poste diplomatique de Copenhague en Algérie pour que Mallory puisse continuer à travailler sur ses recherches. Donc il a écrit un petit livre sur le Hogar, mais il n'en était pas très fier, donc il n'a pas été republié, mais si vous allez en bibliothèque universitaire, vous pouvez lire ce qu'il a écrit sur le Hogar, Mallory, j'entends, que vous voyez sur la photo, sur la gauche. Et donc il fait des relevés à Skansen, dans l'île de Disko en même temps,
avec l'aide de ce jeune Grenlandais qui s'appelle Peter Geisler et dont j'ai rencontré l'année dernière à Nuuk, dans la capitale, à l'Université du Groenland, la petite fille, une dame de 40 ans, qui est venue me voir en disant « Je suis la petite fille de Peter Geisler, vous savez qui c'est ?» Et je dis « Ah ben oui, bien sûr, il m'en a parlé très souvent. » Et c'était très émouvant. Et elle a dit « Pour nous, c'est très très important. Mon grand-père m'a parlé souvent de Mallory, il était très fier d'avoir été un assistant scientifique, si vous voulez, de Jean Mallory. » J'évoque cette anecdote parce que c'est un sujet très important actuellement en Arctique. On a parlé beaucoup des explorateurs et très peu de l'apport des populations autochtones, et maintenant les populations autochtones s'intéressent surtout à leur propre rapport à la science, et donc là vous avez un personnage tout à fait intéressant, et Mallory m'a écrit un texte que je dois encore publier sur ce Peter Geisler, donc on a un inédit qui sortira quand j'aurai le temps de rassembler ce texte dans un volume. Mais voilà, ce sujet, et Mallory a été toujours très sensible à l'importance de l'apport autochtone. Je vais y revenir dans quelques instants. Voilà, donc 2 campagnes en 48-49 et puis le désir en 50-51 de passer du temps seul dans le nord-ouest du Groenland, dans un endroit mythique qui s'appelle Thule à l'époque, en allusion au célèbre poème de Goethe, Le roi de Thule, nom qui a été choisi par le grand explorateur danois Knut Rasmussen pour fonder ce comptoir dans le nord-ouest du Groenland, où se trouve une fameuse base aérienne américaine dont vous avez entendu parler. Et donc, endroit où Mallory souhaite se rendre et qui est très difficile à atteindre d'une part, et pour lequel il est quasiment impossible d'avoir une autorisation. Mais il a ses entrées à l'ambassade de France à Copenhague. Il mobilise Fèvre et d'autres personnalités pour lui écrire une lettre de soutien pour son projet, qui consiste à vouloir dresser la carte de certaines parties du nord-ouest groenlandais, en terre Inglefield et terre Washington, et de faire aussi des études démographiques sur une population d'environ 300 personnes qui vivent dans cet endroit en quasi-isolat depuis des siècles. Et dans le mode de vie, suscite beaucoup de questions, comment ils ont pu faire en cercle fermé, si vous voulez, pendant plusieurs centaines d'années. Comme vous savez, il faut de l'apport frais, si j'ose dire, sinon on a un problème tôt ou tard au niveau de la population. En tout cas, il obtient autorisation d'y aller. Et là, vous avez une photo historique sur la droite. C'est le moment où le bateau annuel, parce qu'il n'y a qu'un seul par an, et encore faut-il que les conditions soient bonnes pour qu'il y arrive, un seul bateau annuel, et c'est le moment de le revoir. Alors, j'aime beaucoup cette histoire, j'ai vu les documents, il a en fait reçu autorisation de passer 6 semaines à Thule. Mais comme tout le monde savait, il n'y avait qu'un seul bateau par an, et donc forcément, il fallait rester plus longtemps, mais les Danois ont joué le jeu, si vous voulez. Ils l'ont autorisé pour ne pas perdre leur face d'y rester 6 semaines. Il est resté tout l'hiver, jusqu'à l'été prochain. Alors les Danois ne souhaitaient pas autoriser des étrangers à rester pendant très longtemps, parce que si jamais il y avait un problème de santé ou autre avec vous, il était quasiment impossible de porter secours, et donc on ne voulait pas courir le risque. Et en même temps, évidemment, on voulait garder la main sur le Groenland, qui joue un rôle très important dans la géopolitique internationale, la stratégie internationale du Danemark, si vous voulez. Hein, et ça continue encore aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est donc de passer un hiver au moins là-bas. Et donc, on lui donne une cabane, que vous voyez ici, le drapeau français. Nous sommes en fait à Siorapaluk, environ à 80 km de Thule. Alors, Thule n'existait plus en tant que tel. La population a été déplacée, je vais y revenir, et le Thule moderne s'appelle Kranak en fait, hein, et vous avez la base de Thule aérienne, donc à côté de l'ancien village ou comptoir, un peu plus loin la ville, le village moderne de Kranak, et à 80 km, donc Siorapaluk, qui est un petit endroit, il y a peut-être 20 à 50 personnes, et où ils s'installent donc dans cette cabane pour apprendre le groenlandais et essayer de sympathiser avec le Groenlandais. Je vais y revenir, c'était beaucoup plus difficile qu'il ne pensait. Et il m'a expliqué, voilà, je me retrouve seul dans cette baraque, j'essaie d'apprendre le Groenlandais, qui est une langue très difficile.
Alors, les Inuits, on pense qu'ils sont d'origine asiate. Et donc, le décorum joue un rôle très important. Il m'a dit pour me mettre à l'aise quand j'essayais de prononcer des mots groenlandais que j'agrafais tous les jours avec des pinces à linge sur un fil, vous voyez. Ils imitaient mon accent comme ils disaient gaulois. Et donc, c'était par politesse pour que je ne me sente pas mal à l'aise avec mes difficultés à prononcer cette langue notoire pour sa difficulté. Et donc, petit à petit, il se lie avec la population locale. Et plus tard, il a parlé de cette expérience comme son école inuite. Il dit le moment où j'étais vraiment accepté par la population et en fait, mon agrégation véritable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Donc, il a passé un temps très difficile au début, dont il ne parle pas beaucoup dans Les Derniers Rois Tulés, mais qu'il a évoqué longuement dans une version bande dessinée des Derniers Rois Tulés, que je vous montrerai tout à l'heure. Et cette première période de 2 mois qu'il appelle mon trou noir. Il a fait une déprime, comme on dit, et à un moment donné, il s'est retrouvé seul. Il dit d'ailleurs, quand il est arrivé avec le bateau, la population locale l'a regardé en disant et les autres, ils sont où? Il dit bah, il n'y en a pas. Quoi? Tu es toute seule? Ok. Et ton matériel? Bah, il n'y en a pas. Et donc j'étais seul, pas de matériel, pas beaucoup de crédit CNRS, enfin, pas beaucoup d'argent. Et me voilà. Je ne sais rien faire de ce qui les intéresse. Et je vais rester avec eux. Et évidemment, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Vous voyez, parce qu'il était quand même sous leur responsabilité. Et donc, c'était un moment un peu tendu au début, même s'il a raconté avec beaucoup d'émotion sa rencontre avec le plus grand personnage de ce groupe de 300 personnes, un dénommé Utak, qui a été assistant de l'amiral Piri, et qui l'a accueilli en disant, il raconte ça magnifiquement dans ses mémoires publiés juste avant sa mort en 2022, à l'occasion de son centenaire. Il dit Utak m'a regardé, il m'a dit, j'imite un peu la voix de Jean Mallory parce qu'il a une voix très forte, je t'attendais. On est comme dans un western, vous voyez un peu. C'était vraiment une atmosphère extraordinaire. Donc, d'un côté, on l'attendait, en même temps, on se disait qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Et donc, il déprime un peu, même beaucoup en fait. Et au bout de 2 mois, il dit il faut que je fasse quelque chose pour me faire accepter par ce groupe. Bon, mon accent gaulois, visiblement, ça ne va pas le faire. Enfin, il faudra que je fasse beaucoup de progrès pour les impressionner. Avec mes talents linguistiques, je vais faire autre chose. Et donc, il voyait des Inuits partir en traîneau à chien. Et il décide de faire la même chose. Alors, je peux vous dire, conduire un traîneau à chien, c'est pas une mince affaire. Vous avez beaucoup de fils à maîtriser, beaucoup de chiens, ils font pas forcément ce que vous voulez. Et il faut savoir s'imposer, c'est quand même très compliqué. Et il décide quand même à un moment donné de partir après ce groupe qui est allé par-dessus le glacier pour rejoindre un autre campement. Et il me dit, les gens l'ont vu partir, les gens ne l'ont pas empêché de partir, même s'ils ont dit, il est fou. Bon, c'est le destin, il a décidé de partir, on verra bien, mais enfin, les chances qu'il revienne sont quand même assez maigres. Bon, c'est comme ça. Il part, et évidemment, c'est une entreprise complètement folle, parce qu'il peut avoir un accident, les chances de revenir sont vraiment pas très très fortes, et bon, par miracle, il réussit à rejoindre l'autre groupe. Alors, l'autre groupe qui se retrouve dans une maison d'hiver, qu'on appelle aussi igloo. L'igloo, c'est pas forcément une maison de neige sur les glaces, une maison d'hiver avec un couloir, il entre dedans, les gens mangent, on laisse manger, et à un moment donné, on dit « Bon, t'as réussi, très bien ». Et il a compris qu'il faisait partie du groupe. Alors c'est très important parce que l'idée c'était quand même de partir donc en expédition dans le nord-ouest groenlandais pour lever la carte. Vous voyez la carte ici, donc de cette partie du Groenland, nous sommes vraiment en face du Canada. Vous voyez un peu la carte de l'Arctique. Dans le nord canadien, vous avez beaucoup d'îles et notamment une très grande île qui s'appelle l'île d'Ellesmere. Et donc on est tout près, c'est dans l'extrême nord-ouest du Groenland.
Et l'idée, c'est de partir donc en expédition avec des Inuits. Alors, ce chaman Utak, quand il a vu Mallory, a dit je vais mettre à ta disposition mon fils, Kutsikitsok, que vous voyez sur la photo. Il va t'aider. Et il a dit cette expédition, dont le but consistait donc à dresser la carte de certaines parties, a suscité beaucoup d'intérêt chez les Inuits, et hommes et femmes pareils. Et finalement, ils sont partis à 5, 2 couples Inuits et lui. C'est complètement inédit dans l'histoire de l'exploration polaire. Normalement, c'était que des hommes. Bon, on a une exception en France, vous la connaissez peut-être l'histoire, mais on a une Française qui a été autorisée sur un bateau de la Marine nationale dans les années 1830. Elle s'appelle Léonie Donnet. Elle était femme d'un peintre de la marine qui s'appelle Billard, et elle a fait tout un scandale parce qu'on a invité Billard à partir en expédition, l'expédition dite la recherche au Spitzberg et en Laponie. Et elle était présente lors du cocktail où on a fait cette proposition à Billard, et elle a dit « Ah, si mon mari doit partir, je veux partir avec lui, sinon il restera à la maison. » C'est une jeune femme très déterminée. Tout le monde a dit « Mais madame, enfin, c'est pas possible, c'est interdit sur les bateaux français. » Elle a dit « Ça m'est égal, soit je pars avec lui, sinon il reste là. » Et elle est partie. Mais c'est vraiment très, très exceptionnel. Là, malheureusement, je dis malheureusement, c'est comme ça dans l'histoire de l'exploration polaire. Pendant très longtemps, vous avez affaire uniquement à des hommes. Mais là, Mallory, pour le coup, il part avec 2 couples. Donc ils sont 5, et il a dit les femmes d'ailleurs étaient très entreprenantes dans l'expédition, s'intéressaient beaucoup à ce qu'ils faisaient. Vous voyez une des 2 dames là à regarder. Donc c'était une expérience absolument extraordinaire que vous connaissez peut-être ou sans doute si vous connaissez Les Derniers Rois Tulés, parce que c'est ça qu'il raconte dans son célèbre récit. Alors, vous avez Kutsikitsok d'ailleurs sur la photo ici, et qui est celle qui a servi pour la première édition des Derniers Rois Tulés. La photo avec les lunettes de neige que vous connaissez peut-être mieux a été choisie plus tard, mais l'édition originale montre cette photo-là. C'est tout à fait exceptionnel pour l'époque de montrer non pas l'explorateur blanc français, beau gosse, comme vous l'avez vu en parka, mais de choisir l'Inuit pour orner la couverture de livre. C'est Mallory qui a insisté, il a dit les protagonistes de l'histoire, ce sont mes amis Inuits, c'est pas moi, c'est eux, et donc c'est lui qui doit figurer sur la couverture. C'est du jamais vu à l'époque. Voilà, alors pendant cette expédition, il fait une découverte non soupçonnée. En fait, ça a été établi à son retour. À un moment donné, il se retrouve au pôle géomagnétique nord. Et donc, il a donné ses coordonnées aux scientifiques quand il est revenu en France. Ils ont dit, mais Jean, tu as découvert le pôle géomagnétique, c'est extraordinaire. Donc, il y a un fait extraordinaire de cette nature dans l'expédition, mais plus important du point de vue scientifique en tout cas, sont évidemment la carte qu'il a pu dresser de ces parties. Je vous la montrerai tout à l'heure. Alors, au retour de cette expédition extraordinaire, je rappelle qu'il n'y a pas de vivres, ils doivent vivre de la chasse. Mallory n'est pas chasseur lui-même. Il avait des chasseurs doués, certes, avec lui, mais enfin, si vous connaissez l'histoire du Nord-Ouest groenlandais, on a les récits terrifiants de Rasmussen qui décrit des expéditions au début du XXe siècle où, par moments, il n'y avait rien à manger, il n'y avait pas de bœufs musqués, ou il n'y avait pas de chance, et il y avait des moments très, très difficiles. Et donc, c'était quand même un risque considérable à prendre que de partir en supposant qu'on allait vivre de la chasse. C'est pas évident du tout. Bon, ils ont réussi leur exploit, ils reviennent. Et il dit, vous voyez un de ses camarades inuit à droite, en haut, sur la photo, a une espèce de prémonition. Il dit, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe ici, c'est pas bien du tout, et ça m'inquiète beaucoup. Et en fait, il retourne au moment où la base de Tulé est en cours de construction. Histoire dramatique qui a donc provoqué le délogement forcé des populations locales. Phénomène scandaleux que les Groenlandais ont mis plus de 20 ans à faire reconnaître par l'État danois. Donc ça a mis une éternité à être reconnu. Il y a eu des compensations très très tardivement. Donc histoire vraiment dramatique et Mallory était parfaitement scandalisé. Bon, il raconte ça dans Les Derniers Rois.
il rencontre le général en charge de l'opération, et il dit vraiment c'est honteux, qu'est-ce que vous faites là? Et le général essaye de le faire arrêter pendant un moment, mais il voit bien qu'il est protégé, il a autorisation d'être sur place. Les Américains ne s'attendaient pas du tout à un Frenchie sur place, hein, vous voyez bien. Ils pensaient qu'ils peuvent opérer en toute tranquillité. Et donc Mallory, quand il rentre en France, il dit bon, c'est une histoire tellement insensée, il faut que je la raconte. Et il faut que je soutienne mes amis inuits. Il faut que ça se sache. On construit cette base aérienne qui a peut-être des raisons d'exister. C'est pas mon sujet, mais enfin, on déloge des gens. C'est absolument dramatique pour les Inuits qui sont en interaction permanente avec tous les esprits, vivants et morts. Et donc, quand vous n'êtes pas proche de votre cimetière, notamment, vous avez l'impression, quand vous coupe de vos ancêtres, c'est absolument dramatique pour les gens. C'est vraiment pas du tout une mince affaire. Hein, et donc, il est prêt à témoigner. Et il faut que je vous dise, à ce moment-là, c'est une décision très courageuse parce qu'interrompre ses recherches scientifiques en vue d'une thèse de doctorat d'État à l'époque, je vous rappelle, ça veut dire on écrit une thèse principale, une thèse secondaire, le tout fait des centaines de pages, c'est l'œuvre d'une vie. Interrompre ce travail-là pour écrire un livre que certains auraient appelé un livre de vulgarisation, c'est absolument extraordinaire. Évidemment, on lui coupe les revenus, sa bourse du CNRS, et ça met en suspens, voire ça risque de compromettre sa carrière d'universitaire. Mais il n'empêche, il décide, je vais écrire sur cette affaire et je vais témoigner. Donc c'est ce qu'il fait au retour, tout en se mariant avec une jeune femme que vous voyez ici sur la photo, qui deviendra Mallory, Madame Mallory, et dans les cahiers de l'Inde que vous verrez peut-être tout à l'heure à la sortie et que vous pouvez les acheter si vous le souhaitez. Elle se présente, elle a écrit un court texte sur son mari et il y a juste marqué que Monique Mallory est l'épouse de Jean Mallory. C'est une femme extraordinairement modeste, très très en retrait. Quand la collection Terre humaine a été fêtée à l'Élysée, les 50 ans de la collection Terre humaine, vous imaginez un peu le mot, elle dit Jean-Noël, tu y vas toute seule, tu seras beaucoup mieux sans moi. Vous imaginez un peu cette humilité, cette modestie, elle a été toujours comme ça, mais elle a joué un rôle très très important, je le raconterai tout à l'heure. Donc le jeune couple se marie en 51, leur fils Guillaume est né en 52, et ils auront une fille, Éléonore, plus tard au cours des années 60. Et vous voyez Jean Mallory ici, assis à sa table d'écrivain. Nous sommes à Vézelay, parce qu'il a dit j'avais besoin d'inspiration. Vous voyez, moi avec mon écriture scientifique, géomorphologique, sur les corbières orientales, écrire sur les Inuits de Tulé, il me fallait de l'inspiration, il me fallait un haut lieu. Et donc il s'installe pendant un certain temps à Vézelay, il loue une maison et il commence à écrire donc Les Derniers Rois de Tulé, ouvrage extraordinaire. Dont vous avez la couverture de l'édition originale ici, donc en 55. Alors, je vais vous montrer quelques images là. Pardon, c'est bon. On passe de l'observation, évidemment, à l'écriture. L'écriture, c'est tout un processus et c'est pas facile. Vous avez les carnets que je suis en train de photographier d'ailleurs, que nous avons à Versailles. Vous avez des messages qu'il envoie à la maison. Puis vous avez son manuscrit et les épreuves, voilà, tout ça, ça fait un ensemble. Alors je l'ai vu travailler, il était extrêmement méticuleux et jamais content de son écriture. Et il me disait des choses qui sont vraiment une leçon de vie pour moi et pour tout universitaire. Je pense, s'il veut bien entendre, vous connaissez l'orgueil des gens, mais enfin il disait, vous savez, un texte n'est jamais parfait, ça n'existe pas. On peut toujours améliorer un texte, y compris les miens. Je me fais relire par des gens, j'ai aucun problème avec ça. Je demande à plusieurs personnes de me relire et j'exige des épreuves. Il m'a dit, en tant qu'auteur, vous savez, vous avez un pouvoir absolument formidable. Ça s'appelle le BAT. Vous savez ce que c'est un BAT? Un bon à tirer. Vous ne donnez pas votre BAT tant que vous n'êtes pas content du résultat. Et donc il était comme ça, comme il avait beaucoup de
notoriété pour certains ouvrages. Humoc, je pense, on est allé jusqu'au 7e jeu d'épreuve. Alors c'est encore à l'époque où l'informatique ne marchait pas comme aujourd'hui. En étant dans les années 1990, plusieurs jeux d'épreuve, c'est un cauchemar pour l'éditeur. Hein, je vous laisse deviner, parce qu'il faut refaire la pagination, etc. Enfin, il était exigeant à ce niveau-là. Donc l'histoire racontée par Mallory au sujet de la création de la collection de Terre humaine est la suivante. Je me promène au Luxembourg avec ma femme et mon fils, bébé, et je dis à ma femme, j'ai une idée, je vais aller voir les éditions Plon pour leur proposer une collection. Et il me dit, il affirme, ça s'est vraiment passé comme ça, c'est un coup de tête, je me présente chez Plon, je veux voir le directeur. Oui, monsieur, vous êtes qui? Je m'appelle Jean Mallory, j'ai une proposition à lui faire, je souhaite voir le directeur. Bon, la secrétaire va voir le directeur en disant, voyez un jeune homme ici, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'il entre. Et donc il lui propose en quelques mots son idée, créer une collection qu'il appelle Terre humaine, de témoignages ethnologiques par des très grandes plumes, mais aussi par des plumes autres, modestes, inconnues, mais enfin pour mettre en musique la diversité des cultures, des mondes et des points de vue, absolument central pour lui, pour comprendre la complexité et la richesse du monde. Et donc, les éditions Plon sont d'accord, on crée la collection de Terre humaine en 1954. Et une année suivante, vous avez 2 ouvrages absolument mythiques qui sortent et qui lancent d'emblée la collection. Donc, Les Derniers Rois de Tulé et ce célèbre livre de Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique, que vous avez peut-être lu, qui a vraiment donné le ton à toute une époque. Hein, c'est ce voyage philosophique de Lévi-Strauss. Ouvrage assez particulier dans la production de Lévi-Strauss et dont il n'est pas très fier à la fin de sa vie. C'est assez curieux. J'ai vu un entretien filmé avec Lévi-Strauss où il disait Triste Tropique, c'est pas vraiment ça. Moi, c'est anthropologie structurale. Vous voyez, le cru et le cuit, la pensée sauvage, ça c'est mon œuvre. Bon, Triste Tropique. Mais c'est assez curieux parce que je peux vous le dire, pour voyager souvent à l'étranger, on connaît surtout Triste Tropique, comme on dit en anglais. C'est le même titre de Claude Lévi-Strauss. En tout cas, c'était un récit, une espèce de voyage philosophique sur son expérience au Brésil au cours des années 1940. Et Mallory, on en avait vu des photographies dans la très belle librairie des PUF, des presses universitaires de France, place de la Sorbonne à Paris, dont on regrette tous encore la disparition au profit d'un magasin de chaussures. Mais enfin bref, il y allait souvent et il voit cet ouvrage avec des photos extraordinaires du Brésil. Il dit, mais c'est qui ça, Claude Lévi-Strauss? Mais cet homme, bon, c'est une sommité de la pensée, mais il y a quelque chose d'autre là, je sens une sensibilité, il doit avoir autre chose. Peut-être qu'il peut écrire un texte pour moi. Il obtient un rendez-vous avec Lévi-Strauss. Et Lévi-Strauss lui dit, alors jeune homme, c'est curieux ce que vous me dites, il se trouve que j'ai un manuscrit dans le tiroir. Quand j'étais jeune homme comme vous, je voulais être écrivain comme Joseph Conrad, vous voyez. Mais bon, ça ne s'est pas fait. En fait, il était juriste de formation, Lévi-Strauss. Hein. Et puis plus tard, il est devenu anthropologue et il a dit peut-être ça peut vous intéresser. Bon, très bien, Mallory regarde ça, il discute et à un moment donné, Lévi-Strauss lui dit bon, je ne suis pas très content de mon texte, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je ne sais pas, moi, vous savez... c'est quand même pas très bien ce qu'on a fait avec les autochtones, vous savez. Mais alors dites-le. Mais comment ça? Dites-le, et si possible, d'emblée. Vous savez, j'accuse. Vous le connaissez? Ah oui, Zola, bien sûr. Vous pensez? Oui, mais c'est ça qu'il faut faire. Ah très bien, et ça donne l'ouverture de Triste Tropique, vous vous en souvenez? Je hais les voyages et les explorateurs. Alors quand j'ai lu ça comme étudiant, moi qui voulais travailler sur la littérature de voyage britannique, j'ai dit, ça y est, c'est fini, tu ne pourras jamais travailler sur la littérature de voyage. Le grand Lévi-Strauss a dit que c'est horrible. Alors que faire? Heureusement, j'ai continué à lire l'ouvrage, parce que quelques pages plus loin, il commence à énumérer les voyageurs pour lesquels il avait beaucoup d'admiration, dans ce fameux Jean de Léry, qui a pu écrire sur le Brésil au XVIe siècle. Vous connaissez ce livre, Histoire d'un voyage fait en terre de Brésil. Dans les années 1570, Jean de Léry, qui était un pasteur protestant et qui a passé un an là-bas, et pour lequel Lévi-Strauss avait donc beaucoup d'admiration. Bon, ce lien fort entre Mallory et Lévi-Strauss, dont témoigne la photo ici, et surtout la dédicace dans l'édition originale,
de Triste Tropique, qui a travaillé Mallory pendant toute sa vie, et surtout vers la fin, il m'en parlait tout le temps. Il disait, mais enfin, pourquoi ce grand Lévi-Strauss a bien voulu me donner son ouvrage? C'est absolument extraordinaire, ça a complètement lancé la collection. Voilà pour cette très belle histoire. Donc l'idée, c'était toujours de mettre un visage sur les couvertures, parce que c'est une terre humaine. Et donc l'idée, c'était de créer cette collection de témoignages par la suite. Mais avant de reprendre le fil de l'histoire de Terre humaine, il faut que je vous parle rapidement de l'évolution de la carrière de Mallory. Donc l'autre fait extraordinaire, mais enfin il commence à se créer un nom, c'est qu'en 1957, il est né en 22, je vous rappelle, à 35 ans, on décide de le nommer directeur de recherche dans une jeune institution qui est devenue très célèbre par la suite, très prestigieuse, qui s'appelle l'École des hautes études en sciences sociales. À 35 ans, sans thèse. C'est du jamais vu. Directeur de recherche, ça veut dire équivalent professeur des universités. Hein, donc, condition sine qua non, il faut avoir une thèse. Et là, il y a des gens très connus, dont un que vous connaissez sans doute, le grand historien Fernand Braudel, qui, sur recommandation de Lucien Febvre, vous vous souvenez de lui, a tenu promesse, parce que Febvre est mort en 56 et le poste est vacant en 57. Il n'est plus là, vous savez, le milieu universitaire, déjà quand vous prenez votre retraite, ça va très vite, hein, l'influence. Et là, le grand Febvre, il n'était plus là, et pourtant, l'année suivante, Lévi-Strauss, qui était à cette école, Braudel et les autres, quelques personnalités, décident de voter pour Jean Mallory, devient directeur de recherche à l'École des hautes études. Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais enfin bref, c'est absolument extraordinaire. Évidemment, ils m'ont dit, bon, vous allez terminer vos travaux, vous allez publier votre thèse, ça c'est obligatoire. Mais ils lui ont fait confiance, et la thèse a été publiée presque 10 ans plus tard. Enfin, grand événement en France, parce qu'on crée une chaire polaire, la première de l'histoire française. Hein, parce que, bon, on a eu les explorateurs, les Kerguelen, les Dumont d'Urville, le Grand Charcot, mais pas de chaire universitaire sur les pôles. Et on crée donc cet enseignement-là, et on crée en même temps un centre de recherche qui s'appelle le Centre d'études arctiques. Et arrivent les félicitations des autres instituts polaires du monde entier, dans celui très connu, l'Institut arctique et antarctique de Leningrad. Et Mallory, qui prend la carte de félicitations, il va voir son directeur Braudel en disant, vous savez, on me félicite en Union soviétique, et on m'invite d'aller à Leningrad. Que dois-je faire ? Il dit, mais que dois-je faire, jeune homme? Vous y allez, et plus vite que ça, c'est une opportunité extraordinaire, parce que peu importe la politique, il faut absolument qu'on garde le lien à travers le monde, et surtout dans la région polaire, enfin dans les régions arctiques, parce que si vous voyez la carte de l'Arctique, la moitié des côtes autour de l'océan Arctique sont à l'époque soviétique, aujourd'hui russes. Et si vous avez l'opportunité de travailler avec les Russes, les Soviétiques, il ne faut pas y hésiter. C'était le point de vue de Braudel qui parlait avec tout le monde. Et donc Mallory, assez vite, part en Union soviétique. Il a pu retourner maintes fois, et au point où il a été une personnalité très connue en Union soviétique et en Russie. Au point où, en 1990, il a pu effectuer la première expédition internationale en tant que directeur de l'expédition en Tchoukotka, qui était une région, donc la région frontalière, qui longe le détroit de Bering, et en face vous avez l'Alaska. C'était une zone interdite, stratégique. Il est le premier occidental à pouvoir s'y rendre après 1990 et ce fameux discours de Gorbatchev quand il a dit qu'il faut ouvrir l'Arctique russe et soviétique à la recherche. Bon, bref, il avance avec donc ses projets universitaires, il crée la revue Internat que nous avons repris récemment, il termine ses travaux de recherche, donc il dresse la carte dont il était très fier, en ayant le droit de nommer 10 endroits, 10 localités du Groenland. Oui, pour moi, un jeune chercheur, je suis face à un homme qui a été autorisé à donner des noms. C'était extraordinaire. Et évidemment, parmi les 10 noms, il y a le fjord de Marton, je l'ai dit, il y a le fjord de Paris, et il y a aussi des noms autochtones. Et le gouvernement danois les a reconnus, ces noms-là, parce qu'il a dit qu'il y a une toponymie autochtone qui a été supprimée par les explorateurs ou ignorée, et il faut la rétablir. Et donc, il a donné quelques noms comme ça. Et donc, parmi les noms français, il y a 2 Marton, et évidemment, il y a un fjord de Paris.
comité étudiant à Paris. C'est bien normal. Voilà la thèse qui est donc publiée au cours des années 60 et puis il a réalisé, donc pour être utile à ce groupe de 300 personnes, la démographie avec l'aide de son ami Koutzikitsok, qui avait évidemment un accès privilégié aux gens. Donc on établit les liens entre les 300 personnes. Alors c'est un sujet délicat, je vous laisse deviner, parce qu'il y a des liaisons officielles et d'autres un peu moins officielles, et voilà, les gens ne sont pas forcément prêts à en parler. Mais quoi qu'il en soit, il réussit à démontrer que dans ce groupe de 300 personnes, on est conscient des liens de parenté jusqu'au 5e degré. Connaissez-vous vos cousins de 5e degré? Honnêtement, déjà 2e degré, pour moi personnellement, ça commence à être compliqué. 5e degré, les gens avaient une parfaite vision avec qui ils avaient le droit de se lier, pour des raisons médicales, si vous voyez ce que je veux dire, et avec lesquels non, ça voulait dire clairement une jeune femme avait le choix entre un homme et au mieux deux. Pas beaucoup, vous allez me dire. Voilà, mais enfin, c'était la réalité, parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait des problèmes autrement. Donc il établit ça et en même temps il continue donc à publier cette collection Terre humaine. Le temps avance, je vais accélérer un tout petit peu là. Mais la collection Terre humaine, vous connaissez certainement les titres, vous en avez lu, hein, le plus célèbre après Les Derniers Rois. Et Triste Tropique est sans doute Le Cheval d'Orgueil. Alors c'est le best-seller absolu de la collection, plus d'1 million d'exemplaires. Évidemment, c'est l'époque faste de Terre humaine. Mallory peut publier un bulletin Terre humaine. On lui prend les titres qu'il propose, il n'y a pas de discussion. C'est vraiment la gloire. Hein. Il y a Le Cheval d'Orgueil qui a contribué beaucoup. Il y a peut-être des personnes d'origine bretonne dans la salle, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a contribué beaucoup au renouveau la culture bretonne et la fierté bretonne, hein, parce que les gens, surtout à Paris, les Bretons à Paris notamment, pensaient qu'on n'avait pas le droit de parler de la culture bretonne. Vous savez, tout ce qui était rural, on va dire, en milieu urbain était un peu déconsidéré, un peu vieillot, on va dire, pour rester poli. C'était du folklore, vous voyez. Et là... Et on publie ces récits, et beaucoup de gens ont dit, mais ce sont des histoires racontées par le grand-père de Périac et Célias, que mon grand-père me racontait aussi. Maintenant, on les publie dans une collection prestigieuse. Ça a une valeur, c'est extraordinaire. Alors, ça a vraiment contribué beaucoup à cette renaissance, et il y a même une édition bretonne de cet ouvrage. À l'époque, Mallory a imposé une traduction en breton, hein, enfin, une publication en breton. Et d'autres textes, Toi, nous, en Auvergne, vous connaissez ce récit d'un enfant auvergnat très très pauvre, absolument émouvant. Vous avez L'été grec du grand poète Jacques Lacarrière, je n'ai pas la couverture ici, mais qui était un autre très grand best-seller. Alors Lacarrière, qui était un homme très modeste, a dit sans doute le livre a eu beaucoup de succès parce qu'il s'appelle L'été grec et les gens pensaient que j'allais parler de la plage. En fait, je parle de la culture grecque de 2000 ans, vous voyez, l'éternelle jeunesse de la culture grecque. Voilà, et un ouvrage tout à fait exceptionnel, Suerte de Claude Lucas. Alors, je vous raconte une histoire là-dessus. Vous avez la photo des auteurs Terre humaine à l'occasion du cinquantenaire de la collection. Jean Mallory avait de très bonnes relations avec le président Chirac, et le président Chirac, qui aimait beaucoup les peuples autochtones, d'où les Québranlis, lui disait « Bon, Terre humaine, c'est tellement formidable, alors mon cher ami, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et Mallory dit, peut-être, il était prévu d'avoir une exposition à la BNF, un colloque, un livre hommage, etc. Peut-être on peut honorer les auteurs en organisant une réception à l'Élysée. Ah oui, bien sûr, pas de problème, on va faire ça. Alors on invite qui? Vous invitez les auteurs de la collection. Les auteurs de la collection, vivants évidemment. Tous les auteurs, naturellement, dit le président Chirac. Très bien, on y va. Alors, j'ai eu la chance d'être invité à cette réception. On s'aligne comme ça devant le président. Vous voyez comment ça se passe. On attend le président Chirac, il y a les huissiers qui annoncent le président de la République, voilà, qui entre dans la salle et dit « Ah, Jean Mallory, formidable. Alors, vous allez me présenter les auteurs. Voilà, monsieur le président, je vous présente Philippe Descola, grand auteur. Je vous présente Jacques Lacarrière, grand auteur. Je vous présente Claude Lucas, braqueur de banque. Enchanté, monsieur. » Ça m'a vraiment impressionné parce que Lucas était donc un braqueur de banque condamné et qui a fait des études de philo en prison, qui s'est intéressé beaucoup à Emmanuel Lévinas et qui a fini par être un écrivain très connu.
et qui avait envoyé son manuscrit à Mallory avec sur la couverture le mot « chiche ». Et Mallory avait relevé les défis, et il a publié, il était le seul témoin à son procès d'ailleurs, en disant « c'est un homme cultivé, je vous demande de prendre ça en considération ». Voilà, bref, donc cette collection absolument extraordinaire, dont Mallory a publié une centaine de titres à peu près, et qui continue à exister, et qui va être relancé cette année avec un nouveau directeur. Alors, dans cette collection, il a publié également le récit de ses 31 missions arctiques. Donc ça, pour avoir en tête, Mallory a pu faire une trentaine d'expéditions, pas uniquement au Groenland, mais aussi dans l'Arctique central canadien, dans la région de Back River, notamment, et aussi pour le gouvernement québécois dans le nord de la province, et puis en Alaska, en détroit de Bering et en Chukotka, je l'ai dit. Et plus tard, vous le voyez là en bas, sur une terrasse, nous sommes dans le détroit de Bering, il est en train de faire des pastels à 5 h du matin. Et la photo est prise par l'auteur Terry Brooks Jackson, qui a écrit sur Les couloirs de la mort, un livre absolument extraordinaire, et qui a fait le voyage avec lui. Bon, j'ai choisi le slide pour vous montrer que Mallory était un artiste, en fait, écrivain artiste, si vous voulez, et scientifique. Et il me parlait, il a écrit là-dessus de façon magnifique dans Humoc, sur la difficulté d'écrire et surtout de saisir l'émotion représentée par un voyage en Arctique. Et ailleurs, cette émotion que vous voyez là dans l'allée des baleines, cet alignement chamanique dans l'extrême orient de la Sibérie, en Chukotka, qu'il a pu donc visiter pendant cette expédition. Tous ces moments extraordinaires. Passé. Alors vous avez là une autre œuvre de Mallory qui est importante. Il réussit à convaincre le président Chirac de fonder avec les autorités russes une académie polaire à Saint-Pétersbourg que j'ai visitée pour former des autochtones comme cadres. Et c'est une coopération avec l'École nationale d'administration au début. Ils font des stages en France, etc. En fait, c'était un projet très noble qui malheureusement ne fonctionne plus en tant que tel. L'académie a été intégrée dans une université à Saint-Pétersbourg. Et maintenant, vous avez la jeune bourgeoisie pétersbourgeoise qui fréquente cet établissement, plutôt que les autochtones qu'on écarte un peu en s'attendant à ce qu'ils aient exactement les mêmes moyennes au baccalauréat que les autres, alors que c'est très difficile pour eux, pour différentes raisons. Voilà, beaucoup de reconnaissance dans la vie de Jean Mallory. Alors, Le Dernier Roi-Tulé est l'ouvrage le plus diffusé au monde sur le Groenland, avec une vingtaine de traductions, dont 2 traductions différentes en anglais. Beaucoup d'admiration dans la presse française. Vous voyez le dessin là, dont il était très fier. Reconnaissance internationale, vous le voyez en smoking là, à la Royal Geographical Society à Londres. Il y a eu la Patrons Medal, c'est une des 2 médailles d'or de la Royal Geographical Society. Alors j'ai fait le voyage avec lui, étant angliciste, il m'a dit « Ah, vous savez, vous connaissez les Anglais ? Oui, ils sont très snobs. Oui, vous voyez avec leur accent britannique là, vous êtes professeur d'anglais, pourquoi vous ne lisez pas mon discours là ? Je pense que ça passerait beaucoup mieux. » Très bien, je peux le faire. Et du coup, donc, vous le voyez là dire quelques mots, et puis il m'a dit, voilà, mon ami va lire mon discours. Et du coup, je lis le discours qui était timé pour faire 5 minutes. Donc, Mallory était connu pour son verbe épique. Hein. Et donc, je le lis en 5 minutes, et le président de la société vient me voir ensuite en disant « Oh, thank you, thank you ». C'était tellement important de tenir les délais parce que vous savez ce que les gens attendent. Le bar. Et donc, voilà pour cette distinction. Il y a beaucoup d'autres distinctions, des doctorats honoris causa, la médaille d'or de la Société de géographie, et puis aussi la Légion d'honneur jusqu'au plus haut degré, la Grande Croix. Et j'y reviendrai tout de suite dans quelques instants là-dessus. Bon, voilà, beaucoup de distinctions. Et le cahier de Lerne, alors en France, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, les cahiers de Lerne, mais enfin, c'est la consécration intellectuelle en France. Si vous avez un numéro qui vous est dédié dans les cahiers de Lerne, c'est le top du top. C'est presque mieux que le Collège de France. Hein. Voilà, et Mallory qui écoute beaucoup son fils, avec lequel les relations sont compliquées, tous les deux ont un tempérament très fort, mais il lui dit, tu sais, c'est très bien les derniers Roi-Tulé, mais tu sais, les jeunes gens et les journalistes qui ont mode, les jeunes gens, les livres de 500 pages, je ne suis pas sûr que ça soit leur affaire aujourd'hui. Hein, et pourquoi pas raconter l'histoire des derniers Roi-Tulé en BD ?
Et il se passionne pour ce projet. Et donc là, vous avez la bande dessinée qui est sortie assez récemment, qu'on ne trouve plus en librairie, mais que je vous encourage très fortement à regarder. C'est magnifiquement fait. Je n'ai pas présenté de planche pour des histoires de droits d'auteur. Et là, vous avez la couverture. C'est magnifiquement dessiné. Et le scénario a été écrit par un auteur avec Jean Mallory. Et il a accepté de raconter un nouvel épisode dans la BD pour que les gens soient un peu intéressés. Et donc, il raconte en plus de détails son trou noir dont j'ai parlé, cette période de déprime, au début de son expérience. Et l'importance des chiens. Et là, vous avez une photo des chiens. Alors, Mallory, quand je l'ai vu la première fois, il avait des phrases qui m'ont interpellé. J'ai réalisé un entretien avec lui pour une revue anglaise. Et la première phrase qui me dit « Vous savez, le Groenland, c'est presque aussi beau que la Grèce. » Oh, je dis, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Bon, je suis littéraire, Groenland, Grèce, vous voyez l'allitération, il fait des styles. Bon, après, je réfléchis, et non, parce qu'il y a la pensée des Inuits, il y a l'importance du Groenland pour lui, presque aussi importante que la Grèce, c'est-à-dire la pensée grecque. C'était cette phrase-là. Et puis, il parle de ces chiens, là, vous avez ces chiens pendant la nuit polaire, comme ces choristes. Et vous savez, les chiens, ils me donnaient la réplique. J'étais seul avec mes chiens. Alors, vous êtes allé en Arctique, quelqu'un ici, au Groenland, si vous passez du temps en dehors de la capitale Nuuk, qui est une ville moderne, avec tous les conforts qu'on peut imaginer, mais quand vous allez dans d'autres endroits, au Manak notamment, où j'ai pu aller, alors la première nuit que j'ai passée là-bas, c'est à pleine lune, vous voyez la montagne du Manak, vous êtes au Groenland, c'est quand même impressionnant. Et vous entendez un chien, et dès que le premier commence, ils s'y mettent tous. Ouh! Et c'est très impressionnant. Et tout le village qui fait « Ouh !» Et il m'a fait ça maintes fois, Jean Mallory, quand je suis allé, c'était exactement comme ça. Et vous voyez, il avait un sens de la dramaturgie, il racontait ça. Vous voyez, on est comme au théâtre. D'ailleurs, il aimait beaucoup Balzac, il disait « L'interaction entre les hommes, les êtres humains, c'est du théâtre, c'est la comédie humaine. C'est ça notre façon d'agir en public. » Et il dit « Mais moi, j'étais solitaire, j'adorais ça, j'étais avec mes chiens. » Et je m'intéressais aux Inuits qui sont de véritables philosophes, dit-il, parce que quand vous êtes là à attendre votre phoque quotidien pendant des heures pour qu'il voudra bien montrer son nez dans le trou, ben vous devenez philosophe, parce que qu'est-ce que vous avez à faire? Vous réfléchissez à la vie, non? Et voilà, c'est pour ça qu'il disait ce sont des philosophes nés. Alors, il essaye de traduire cette émotion un peu vers la fin de sa vie quand il n'écrit pas, parce qu'il travaille sur ses mémoires, pendant 10 ans à peu près, il commence à faire des pastels. Et donc, on a pu montrer ces pastels en exposition à Monaco, à Nuuk aussi, dans mon université, à l'UNESCO, juste avant sa mort. Très belle exposition à l'UNESCO. L'UNESCO qui a bien voulu renouveler son titre d'ambassadeur de bonne volonté pour les régions polaires, un des rares qui a été renouvelé parce qu'il trouvait que beaucoup de personnalités très éminentes ne faisaient pas grand-chose au titre de cette ambassade, mais lui, c'était un monument pour l'UNESCO, donc ils l'ont renouvelé, il est resté ambassadeur jusqu'à sa fin. Et donc on a pu faire ces expositions. Il m'a demandé aussi de l'aider un peu à la fin avec ses mémoires. Bon, pour la partie rédaction, c'est mon ami et collègue Pierre Ouigan, professeur à Rennes, dans un lycée pendant longtemps, et puis il m'a demandé de rassembler l'iconographie. Et là, c'est un de ses derniers combats pour publier cette couverture telle que vous la voyez là, avec un chien. En fait, ce qu'il voulait, et sa femme surtout, elle a insisté, lui, il voulait appeler ses mémoires de la pierre à l'homme, parce que c'est une expression qu'il a souvent utilisée, parce qu'il dit « j'étais géomorphologue, j'ai fini par m'intéresser aux Inuits, je suis anthropogéographe, mon itinéraire m'a amené de la pierre à l'homme. » Et Madame Mallory a dit « Jean-Noël, c'est pas ça tes mémoires, c'est de la pierre à l'âme, tu racontes ton âme, c'est ça que tu racontes, donc il faut appeler ça. » Et là, la chose la plus impressionnante, c'était les chiens. Oh, vous vous souvenez? Et donc il a dit, je veux un chien sous la couverture. Je peux vous dire, les éditions Plon n'étaient pas contentes. Les gens ont pensé que c'est un livre sur la nature, vous voyez, enfin, 50 millions d'amis, enfin quelque chose comme ça. Et donc, enfin, ils ont dit, il faut au moins mettre votre visage sur la couverture. Donc on a trouvé ce compromis. Et donc ces mémoires sortent en 2022, il a 100 ans. 600 pages. Je vous invite à les lire, c'est absolument magnifique.
Et à 95 ans, Madame Mallory, je vais rapidement terminer, lui dit « Jean-Noël, tu as 95 ans, il est temps de s'occuper de ton héritage. »« Ah bon, tu penses ?» Je pense que si, c'est sage. Bon, d'accord, on va faire ça. Et, il se trouve qu'il y avait quelque temps, il avait rencontré le prince Albert II de Monaco, qui avait en fait sollicité un rendez-vous, parce que le jeune prince, quand il a repris, quand il est devenu souverain, cherchait une voie dans la vie. Il a dit « Je ne suis pas homme d'affaires comme mon père, ce n'est pas mon truc, je ne veux pas faire ça, est-ce que vous pouvez me conseiller quelque chose ?» Il a dit « Faites comme votre arrière-grand-père, Albert Ier, allez dans les régions polaires. » Albert Ier qui était allé au Spitzberg, qui avait publié beaucoup d'ouvrages scientifiques avec des scientifiques sur les régions polaires, et donc il décide de faire ça, il fait le voyage du pôle Nord, et depuis le prince, contrairement à ce que les gens pensent, est très très engagé côté arctique. Il soutient beaucoup d'activités, donc il y a un intérêt vraiment sincère pour les régions arctiques, et on lui propose à un moment donné une donation des collections Mallory, parce que Mallory a toujours voulu créer un musée, et il avait des collections fabuleuses de masques, d'objets, etc., puis toutes ces photos, les carnets, etc. Et au bout d'un long processus que je n'ai pas le temps de raconter ici, il est décidé donc de faire don de ses collections à titre gratuit à l'Institut océanographique Fondation Albert Ier de Monaco, où ces collections se trouvent maintenant, où elles ont été exposées dans cette formidable exposition qui vient de se terminer, Mission polaire. Et en échange, voilà le moment, il est décédé le 5 février 2024, et puisqu'il a eu la Grande Croix, il a droit à des funérailles, à un hommage national. Il m'en parlait pendant un an avant sa disparition. Il m'a dit, vous savez, j'ai appelé le général aux Invalides, et il m'a dit à quoi j'ai droit. C'est formidable, alors j'ai la musique, j'ai droit à la cathédrale, vous allez voir. Enfin, il était absolument passionné. Et Madame Mallory dit, mais Jean-Noël s'ennuie un peu, le professeur. Bon, quand même ton affaire. Non, madame, c'est très bien. Et puis il racontait tout ça, et donc il a eu un hommage absolument magnifique. Il faisait beau ce jour-là, heureusement. Vous voyez, et donc le prince Albert II a fait le déplacement, comme il a fait d'ailleurs pour le centenaire de Jean Mallory. Il est venu le voir à Dieppe, puisque Jean Mallory a été invité à venir à Monaco en avion privé. Il a dit, je ne me déplace plus. Le prince a dit, si le professeur ne se déplace plus, je me déplace pour lui, je vais chez lui. Il est venu à Dieppe, dans son appartement, pour lui souhaiter un bon anniversaire. Donc voilà l'hommage national et l'éloge prononcé par la ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche à l'époque, Sylvie Retailleau. On était très fiers. Et c'était un événement extraordinaire. Je vais peut-être terminer sur ce slide rapidement. Vous voyez, donc on a créé un institut de recherche Jean Mallory, et je vous invite à regarder notre site web, qui est anglophone, hein, mais bon, vous pouvez voir un peu ce qui se passe. Autour de Jean Mallory, nous sommes là pour valoriser sur le plan scientifique ses collections et son œuvre scientifique, et nous avons notamment relancé sa revue Internord, que nous publions désormais en ligne, un numéro par an, en libre accès, donc vous pouvez regarder ça. Nous publions des textes en français et en anglais. Et Monaco voulait réaliser un documentaire sur lui, donc vous voyez votre serviteur avec Jean Mallory à l'âge de 100 ans à peu près, chez lui à Dieppe. Et le moment est assez particulier, il parle avec l'équipe de cinéma, de tournage. Il dit, vous savez, c'est quand même curieux, hein. Vous voyez ce monsieur à côté de moi, mon ami. Il est d'origine allemande. Vous savez, j'étais réfractaire. Et pourtant, on est devenus amis. C'est quand même curieux, non? Et ça nous a fait rire énormément. Et voilà comment on était ensemble, on sympathisait. Et voilà, je vous laisse lire cette très belle phrase. Donc jusqu'à sa fin, il s'est combattu pour cette idée qui malheureusement est beaucoup trop négligée. Il y a beaucoup d'intérêt aux régions arctiques aujourd'hui. On soutient beaucoup de recherches, mais surtout en sciences, un peu en sciences sociales, enfin pas mal, très peu en sciences humaines. Et il a toujours dit la diversité culturelle, elle est aussi importante à l'homme que la biodiversité, parce que sinon on va tous finir pareil et c'est pas bon pour l'homme. Il faut absolument qu'il y ait de la diversité culturelle, et c'est notre devoir de soutenir ça. Les autochtones sont une opportunité extraordinaire pour l'humanité, parce qu'ils ont trouvé d'autres voies d'exister, et ça peut nous montrer le chemin à l'avenir. Voilà la pensée visionnaire de Jean Mallory que j'ai essayé de vous rappeler un peu ici. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à Ian Born. Alors, si vous voulez, on va prendre quelques instants pour répondre aux questions, mais vous pouvez rester à votre place. Ouais.
Alors, je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Peut-être juste une première question. Bien sûr, il s'est intéressé avant tout aux Inuits, mais les Inuits, c'est pas le seul peuple arctique. Hein, il y en a un certain nombre, même si ça représente une bonne part de la population dans ces régions-là. Est-ce qu'il a pu aussi étudier d'autres peuples des cercles polaires ou... Alors, je l'ai dit, donc il était actif au Groenland, dans l'Arctique central canadien, on est toujours chez les Inuits, et en Alaska chez les Yupik et Inupiat, qui sont aussi Inuits. Mais en Sibérie, il s'est intéressé donc aux Tchouktches, qui sont très proches des Inuits, on va dire. Il reste quelques Inuits d'Asie dans le détroit de Bering, mais surtout des Tchouktches, donc il s'est intéressé aussi à ces peuples-là, effectivement. Et en termes de diversité, donc il y a des groupes ethniques, on va dire, qui comptent plusieurs dizaines de milliers de personnes, hein, mais il y a aussi des groupes qui ne comptent plus que quelques individus ou dizaines d'individus, c'est ça, dans les populations arctiques C'est très varié. On a, selon les définitions, on arrive à peu près 1 million d'autochtones dans les régions polaires. D'accord. Avec certaines populations plus importantes que d'autres. Au Groenland, ils sont 58 000 à peu près, avec une langue qui est très parlée. Et dans d'autres endroits, vous avez des groupes très petits, avec très peu de locuteurs. Voilà, la dernière personne qui parle la langue, etc. C'est très divers. En Sibérie, il y a beaucoup de peuples. Hein. Les peuples du Nord, comme disent les Russes. Voilà, quand on ne peut pas étudier malheureusement actuellement, vous savez, la France, le président Macron, et les autorités françaises ont dit aux universitaires qu'il ne faut plus aller en Russie. Et donc on respecte évidemment à la lettre ces instructions, on n'y va pas. Et donc tous nos partenaires sont en pause, mais c'est dramatique. Hein. Pour l'étude. Alors est-ce que vous avez des questions, des réactions dans la salle à poser ? Oui, je vous donne le micro. Vous avez évoqué la revue Inter-Nord, c'est ça ? Est-ce que c'est là que Mallory et d'autres publiaient leurs résultats scientifiques ? Et est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui font des recherches publient aussi, nous en parler un peu plus de comment sont publiés et qui fait ces recherches scientifiques actuellement, quoi ? En France et ailleurs, surtout en France ? Ouais, surtout en France, oui. Oui, surtout en France. On estime qu'on est à peu près 1 millier de personnes en France, avec un intérêt pour les régions polaires. Alors en France, c'est Arctique et Antarctique, évidemment. La France n'est pas une nation arctique. Saint-Pierre et Miquelon se trouvent juste en dessous, c'est le nord du Canada, mais ce n'est pas arctique. Hein, mais autrement, il n'y a pas de territoire dans le nord, bien qu'il y ait une station de recherche opérée avec les Allemands, l'Institut polaire allemand AVI, la station AVIPEF au Spitzberg. Hein, mais autrement, le gros de l'effort français dans les régions polaires est quand même dans l'hémisphère sud, les régions subantarctiques, les îles Kerguelen et puis la station en terre d'Adélie. En Antarctique. Donc ça fait 1 millier de personnes. Il y a des groupements français. On a un institut polaire français qui s'appelle l'Institut polaire Paul-Émile Victor à Brest, et qui a un statut un peu particulier. Il est chargé des opérations logistiques en région polaire pour la France, et puis il distribue des fonds, des crédits de recherche pour faire des terrains. Mais il n'a pas de chercheurs. C'est pas une institution universitaire, alors que les Allemands, les Britanniques, les Américains, les Russes ont des instituts polaires très puissants. Et on l'a dit à la ministre à l'époque, j'avais la possibilité de lui dire ça serait bien un jour qu'on ait un grand institut polaire français, parce qu'on n'a pas assez de visibilité, comme on dit de nos jours. On ne voit pas assez toutes ces recherches, 1 millier de personnes. Bon, il y en a qui sont très connus, comme ma collègue Valérie Masson-Delmotte sur le changement climatique. Elle a pu participer au carottage au Groenland. Vous savez, cet effort de creuser jusqu'au bout pour restituer le climat passé du Groenland, pour faire des modélisations, mais il y a beaucoup de gens qu'on ne voit pas assez, qui font des recherches passionnantes. Donc la particularité de la revue Inter-Nord, c'est qu'elle est la seule revue polaire française. Et c'est pour ça que Jean-Marie insistait toujours beaucoup sur l'importance aussi de continuer à publier en français, même si sur le plan international, vous avez tout à fait intérêt à publier en anglais, sinon vous n'êtes pas très visible, malheureusement. Voilà, donc est-ce que c'est une première réponse ? Après, il y a des revues internationales qu'on connaît, comme Polar Record, qui est publié par l'Université de Cambridge. Il y a un certain nombre de revues. Puis il y a des monographies qui sont publiées. Les anthropologues essayent de publier aussi des ouvrages de vulgarisation. Personnellement, je travaille sur l'histoire de l'exploration. On a pu obtenir une chaire de professeur junior dans mon institut.
Et nous avons recruté une collègue d'origine polonaise et allemande qui travaille sur l'histoire des Moraves, des frères religieux protestants piétistes d'origine allemande qui ont été des missionnaires au Groenland du XIXe siècle. On a un fonds d'archives absolument extraordinaire en Allemagne et que les gens n'utilisent pas parce que c'est l'ancienne écriture allemande que les gens ne peuvent plus lire et c'est lire ça. Donc il y a beaucoup d'informations précieuses là, il y a beaucoup à faire. Et vous avez vu, l'article retient beaucoup l'attention maintenant dans les médias parce que l'impact du changement climatique est en moyenne 4 fois plus grand en Arctique qu'ailleurs dans le monde et dans certains endroits même 6 fois plus important. Il est vraiment très visible au Groenland, les glaces cèdent la place à la terre. On cultive la pomme de terre au Groenland, on en est très fiers, il y a de plus en plus de place pour cultiver les terres. Donc c'est un sujet qui fâche parfois, mais enfin tous les Groenlandais par exemple ne voient pas le changement climatique d'un mauvais œil. Ils disent il fait plus chaud, tant mieux. Moi j'aime bien le soleil, enfin j'ai entendu des jeunes gens dire ça. Et évidemment il y en a d'autres qui sont très inquiets parce que le changement climatique et tout l'intérêt qu'il suscite chez nous en dehors de l'Arctique impacte beaucoup les populations. Il y a le tourisme qui se développe de manière spectaculaire avec beaucoup de gens qui arrivent en même temps, comme l'année dernière à Ilulissat, donc site UNESCO, je l'ai dit, où il y a les icebergs. En une journée, vous avez eu 3 croisières qui sont passées par là, plusieurs milliers de personnes pour une bourgade de 5000 personnes. Les gens n'en peuvent plus. Ils disent mais on va introduire un tarif comme à Venise, parce que c'est pas gérable. Tous ces gens-là, d'abord ils n'achètent rien, ensuite ils veulent prendre des photos de tout le monde, ils cherchent des toilettes, enfin vous voyez un peu, c'est très très difficile. Voilà, au point où les populations autochtones au Groenland comme au Canada maintenant exigent en fait un protocole de recherche. Si vous voulez faire des recherches au Groenland maintenant, il faut avoir l'autorisation. Et il y a une charte à respecter, il faut annoncer ce que vous voulez faire, chez qui, demander l'autorisation. Alors dans le Nunavut et les Nunavik, qui sont les territoires autonomes inuits au Canada, donc Nunavik dans la partie québécoise et Nunavut dans la partie anglophone du pays, vous n'y allez pas pour faire des recherches sans avoir une autorisation municipale. Et votre projet est regardé à la loupe, parce qu'ils n'en peuvent plus les gens. D'avoir des équipes de recherche toutes les semaines dans le village. Vous imaginez un peu, vous vivez dans un village toutes les semaines, il y a une équipe, vous êtes en train d'acheter votre journal et on veut vous poser des questions pendant les heures. On n'en peut plus, les gens ont autre chose à faire. Et puis ils ne voient jamais les résultats, les gens repartent avec ça, ils se font des carrières universitaires et les gens disent, et nous pardon, je suis un peu long par rapport à votre question, mais elle soulève beaucoup de choses. Si je peux le dire encore, la première fois que je suis venu au Groenland, et ça m'est arrivé aussi en Sibérie, les gens m'ont dit « Pourquoi vous êtes venu? Qu'est-ce que vous faites là ?» Deuxième question, est-ce que vous allez revenir? Parce que les gens n'en peuvent plus des gens qui sont de passage, qui prennent ce qu'ils veulent comme au supermarché, qui repartent. Et puis voilà, les gens n'ont aucune idée de ce qu'on va faire avec ça. C'est quand même très délicat. Je connais un récit d'un auteur britannique qui a passé 1 an dans la partie nord-ouest du pays et qui relate dans un journal un peu personnel, mais qui a publié, voilà dans quel état un tel et tel membre de la communauté se trouvait le samedi soir. Je vous laisse deviner à quoi je fais allusion. Vous faites la même chose par rapport à un village français, les gens ne seraient pas contents, et il y a de quoi. Tout le monde aime faire la fête, mais enfin, ce n'est pas une chose dont on parle comme ça dans un livre qui est publié, avec des noms, vous voyez un peu, c'est de la... Voilà, on me coupe peut-être la parole, il est 20h. Oui, on va prendre une dernière question, mais très rapidement, parce qu'il est 20h en effet. Alors, je suis désolée, mais ma question est double. Alors, la première, je crois que vous y avez répondu peut-être. Le masque, c'est un masque qui existe ou c'est vous qui l'avez inventé? Et la seconde, c'est la façon dont on les voit vivre dans le film. Elle est encore actuelle ou est-ce que la vie moderne a introduit des nouveaux éléments dans la vie quotidienne, je parle. Pas en ville, mais... Oui. Alors vaste question, mais on va devoir faire court. Très court. Le masque, je l'avais dit, je répète, a été donc créé par une artiste alaskienne de l'île de Kodiak, c'est un hommage à Jean Mallory. Elle appelle ce masque l'homme juste, et je l'ai vu en exposition à Paris. Je dis c'est parfait comme logo pour notre institut. Il en était très content d'ailleurs, Jean Mallory, quand il a vu
Alors, la vie des populations autochtones aujourd'hui a été très fortement impactée par le colonialisme d'abord, et puis par la vie moderne ensuite, et le changement climatique maintenant, et l'intérêt international. Ce sont des petites sociétés souvent très fragiles. Alors, un exemple, quand Rasmussen a créé le comptoir de Tulé, il a insisté, Mallory me l'a encore dit, juste avant de disparaître, il a dit, finalement, j'ai beaucoup d'admiration pour Rasmussen, mais c'est choquant. Il a insisté comme ça se faisait dans ces honteuses écoles ou pensionnats résidentiels au Canada. On a coupé les cheveux aux Inuits, c'est terrible pour les gens, c'est une humiliation, parce qu'ils aiment bien porter des cheveux longs, et on les a forcés à prendre des prénoms chrétiens. C'est bon, vous perdez votre âme, vous comprenez? Et ça, c'est arrivé partout. Et au Canada, au cours des années 50, on a forcé, on voulait canadianiser toutes les populations autochtones. On a dit, si on les met dans les écoles, loin de leurs parents, on les force à parler anglais, ils vont devenir des bons citoyens canadiens, et ça serait fini une fois pour toutes. Et c'était absolument dramatique. Il y a un vaste scandale, puisqu'il y avait des abus terribles, beaucoup de morts, etc. Et donc, la vie des gens a été très fortement impactée. Il y en a beaucoup qui en souffrent et qui ne trouvent pas la voie. Il y a beaucoup de suicides chez les jeunes au Groenland, au Canada. Les gens disent la vie moderne, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas notre âme. Maintenant, il ne faut pas imaginer qu'ils vivent comme dans le film. Hein. Vous allez à Nuuk, ça ressemble à une ville scandinave. Les gens se promènent avec leur iPhone. Il y a des voitures dans tous les sens, alors qu'il n'y a pas de route en dehors de la ville. Il n'y a pas de route au Groenland, hein, du tout. Mais bon, à Nuuk, vous pouvez vous promener dans votre SUV 4x4, etc. Donc, il y a quand même la vie moderne. Après, en Sibérie, c'est plus complexe. Si vous vous éloignez des grandes villes, après, vous allez trouver des villages où les gens vivent de façon plus traditionnelle, même pas complètement traditionnelle. Il y a des motoneiges, etc. Enfin, on voit quand même la modernité passer. Et encore une fois, tout le monde ne trouve pas tout absolument mauvais. Mais ce qui a été dramatique, notamment au Canada, c'est qu'on a enlevé les gens de leur maison traditionnelle, on les a forcés à habiter des bungalows modernes canadiens, et les gens ne s'identifient pas du tout avec cette ambiance-là, et ça crée beaucoup de problèmes. En tout cas, merci beaucoup à Ian Born. C'est moi qui vous remercie.